Si les pays et les organisations pouvaient simplement suivre les lois, ce serait bien. L'OTAN est une organisation criminelle depuis le bombardement de la Yougoslavie, où elle n'avait rien à faire selon sa propre charte. Elle a violé sa propre charte. Deuxièmement, pourquoi avons-nous accepté que l'autodéfense signifie dissuasion offensive? La principale chose que nous devons changer est l'idée que nous dissuadons quelqu'un et que nous le faisons de manière offensive. Cela signifie aussi loin de nous que possible. Si je vous dis que ma défense ici sera capable de détruire le Japon où vous êtes assis, j'ai déjà dit que je vous considère comme un ennemi. Ce que je dis, c'est que tout le concept que nous appelons aujourd'hui défense et politique de sécurité est erroné parce qu'il est par définition offensif. Cela ne peut que mener à des courses aux armements et à la guerre. Tout ce sur quoi l'OTAN est construit est de la foutaise intellectuelle. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec le Dr Jan Oberg, un chercheur en paix danois et suédois. Le Dr Oberg est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Lund et d'un doctorat honorifique de l'Université Soka à Tokyo. Il a occupé des postes d'enseignement au Japon, en Espagne, en Autriche, au Burundi et en Suisse. Il est cofondateur et directeur de la Fondation transnationale pour la paix et la recherche sur l'avenir. Il est également un critique virulent de la mentalité de guerre actuelle en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous voulons donc discuter de la vision d'ensemble de la guerre, de la paix et peut-être aussi de la neutralité. Dr Oberg, Jan, bienvenue. Dr. Oberg, Jan, welcome. Merci beaucoup. Je suis coupable de beaucoup de choses, comme vous l'entendez. Eh bien, commençons par vous-même, car vous avez étudié les conflits pendant plus de 40 ans, je pense, si j'ai bien vu. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail et de ce à quoi cela vous a conduit au fil des ans? Vous savez, en termes de compréhension de la manière dont les conflits et les guerres fonctionnent réellement. Quel est le cadre que vous utilisez pour comprendre ce qui se passe? Eh bien, permettez-moi de dire rapidement que nous sommes tous inspirés et que nous nous tenons sur les épaules de quelqu'un d'autre. J'avais un directeur dans mon lycée qui était le principal pacifiste du Danemark. Il était l'un des leaders pour amener 7000 Juifs en sécurité en Suède pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui était une chose dangereuse à faire. Ensuite, j'ai étudié la sociologie, je suis venu en Suède et là j'ai eu mon premier mentor, Håkan Wiberg, qui était professeur de sociologie et donnait un petit cours de recherche sur la paix. Puis j'ai rencontré Johan Galtung, qui est malheureusement décédé plus tôt cette année, à l'âge de 93 ans. J'ai été son ami pendant plus de 50 ans. J'ai donc été entre de très bonnes mains en ce qui concerne le milieu universitaire. Je crois fermement à l'idée que la recherche sur la paix, tout comme la médecine, vise à réduire les méchants. Dans ce cas, il s'agit de réduire tous les types de violence, ce que Johan appellerait la paix négative, se débarrasser de la guerre et de choses comme ça, mais aussi de la violence de genre, de la violence contre la nature, et tout cela. Ensuite, les ressources libérées de cela vont vers la paix positive. Quel potentiel les sociétés ont-elles lorsqu'elles laissent la violence derrière elles? Nous gaspillons des sommes incroyables sur la violence aujourd'hui, particulièrement dans le monde occidental et surtout dans le système États-Unis-OTAN. Je suis donc engagé, si vous voulez, à la non-violence. Et je crois que la plus grande malédiction du monde occidental en ce moment est qu'il s'est développé parce qu'il n'a pas d'ennemis. Il se crée des ennemis. Il fait des autres des ennemis, comme la Chine et la Russie, etc., par son propre comportement. Mais je suis un fervent partisan de l'apprentissage de la paix. La paix peut s'apprendre.
La paix peut s'apprendre dans le sens où nous pourrions nous enseigner mutuellement comment gérer les conflits. Les conflits sont acceptables. Il y aura toujours des conflits dans un système vivant et dynamique, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une école, d'un parti politique ou d'une démocratie. Ce dont nous devons nous débarrasser pour survivre en tant qu'humanité et mieux utiliser nos ressources, c'est de nous débarrasser de la violence, de réduire la violence. Donc le parallèle que je vois est la médecine. Vous faites un diagnostic, un pronostic et un traitement. Et ce que la plupart des chercheurs pour la paix et la plupart des gens de paix et d'autres personnes bien intentionnées ne comprennent pas, c'est que va-t-on faire à ce sujet? Donc vous avez beaucoup de gens qui sont assis maintenant à pleurer sur la Troisième Guerre mondiale et elle va exploser et blablabla. Nous ne savons pas. Et je crois qu'il ne faut pas croire à cela, parce que les gens au pouvoir veulent que nous abandonnions et devenions défaitistes et prenions un autre verre de vin au lieu de travailler pour des alternatives. Il y a toujours des alternatives, comme on disait autrefois. Bien dit, bien dit. Il y a des idées sur ce qu'il faut faire. Maintenant, l'une des idées, et vous en avez parlé dans une autre discussion, c'est les Nations Unies. L'idée de paix imposée de haut en bas, en forme de pyramide, comme un État central. C'est le rêve d'Immanuel Kant, n'est-ce pas? La paix perpétuelle sous un gouvernement mondial. Beaucoup de gens disent maintenant que ce rêve est non seulement terminé, mais c'est un cauchemar. Et nous devrions nous débarrasser de l'ONU en janvier, en général, parce que cela ne fonctionne manifestement pas. Je vous ai vu dans une autre discussion où vous avez soutenu que, certes, ce n'est pas parfait, mais nous pouvons travailler avec. Pouvez-vous peut-être nous dire ce que vous pensez de la façon dont nous pourrions travailler avec cette institution imparfaite qu'est l'ONU? Eh bien, je me demande pourquoi nous n'avons pas de discussion similaire sur l'OTAN, qui ne fonctionne pas, etc. Et la plupart des gouvernements qui ne fonctionnent pas non plus, selon les souhaits des gens. Je suis totalement contre ces personnes qui disent que nous devrions simplement fermer l'ONU. Parce que s'il ne reste rien d'autre, il y a le pouvoir normatif de l'ONU et le droit international qui est intégré à l'ONU. Et c'est une charte. La charte contient des choses merveilleuses, comme ce document le plus gandhien que les gouvernements aient jamais signé. Il dit que la guerre doit être abolie dans le préambule. Et à l'article 1, il est dit que la paix doit être établie par des moyens pacifiques. Et troisièmement, le chapitre 7 dit que lorsque tout a été essayé par des moyens civils non violents, alors l'ONU peut organiser une force militaire, disons, pour expulser d'un pays, ou prévenir un génocide ou autre. Pour moi, c'est un document brillant. Et si nous ne l'avons pas, si nous supprimons tout, alors nous sommes, vous savez, je ne dirais pas dans la jungle, parce que la jungle est un système plus beau, un système organique, bien organisé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Nous aurons un monde américain au lieu d'un monde onusien. Vous pouvez donc revenir au premier secrétaire général des Nations Unies, le Norvégien Trygve Lie, et il a dit ce qui est probablement, à mon avis, le plus fondamental à propos de l'ONU. L'ONU ne sera jamais plus forte ou meilleure que ce que les États membres veulent en faire. Donc à ceux qui veulent discuter de l'ONU, je leur dis, discutons de la façon dont votre pays, en tant que membre de l'ONU, viole chaque jour, 24 heures sur 24, la Charte des Nations Unies. Faites ce que vous devez en tant que membre de l'ONU, et l'ONU sera une organisation brillante. Donnez-lui un budget 100 fois plus grand, parce que, comme vous le savez, pour répondre finalement à votre question, le monde dépense 300 à 400 fois plus d'argent pour le militarisme et la guerre que pour l'ONU. Maintenant, j'ai travaillé avec l'ONU ici et là. Je n'ai pas été employé, mais j'ai travaillé, par exemple, en ex-Yougoslavie. Ils reçoivent toujours des mandats flous. Ils reçoivent tous de très mauvais soldats des États membres.
Ils reçoivent tous une sorte de « vous savez, nous pouvons annuler toute l'affaire si vous ne faites pas ce que nous voulons ». Et ils ont eu ce stupide agenda pour la paix, qui disait que la paix pouvait être imposée par des moyens violents, etc. J'ai travaillé contre cela en coulisses, mais ils l'ont obtenu. Il y a beaucoup de problèmes avec l'ONU. Mais pour l'amour du ciel, avant d'avoir quelque chose de mieux, améliorez-la jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de mieux. Ne la supprimez pas. Je soutiendrai cela. Et les gens disent que le droit international est tout aussi dépassé que l'ONU, parce qu'il ne fonctionne pas. Mais je dois vous demander, donc le problème qu'il ne fonctionne pas, comme prévu, qu'en dites-vous? Et deuxièmement, vous avez raison. La charte de l'ONU est un document merveilleux, et elle interdit la guerre, etc. Mais elle l'a réintroduit. Elle l'a réintroduit par la porte dérobée, à travers l'article 51, en disant que, vous savez, les pays sont toujours autorisés à se défendre violemment, et pire encore, à se défendre collectivement. C'est ce que prêchent actuellement tous les pays de l'OTAN, n'est-ce pas? Nous aidons seulement l'Ukraine à se défendre conformément à l'article 51 de la Charte de l'ONU. Et chaque foutue guerre depuis la Seconde Guerre mondiale a été menée plus ou moins avec l'excuse de l'article 51. Comment pouvons-nous rectifier cela? C'est une question difficile, je suis d'accord. Et bien sûr, c'est le terrain de saut qu'ils utilisent, à savoir l'article 51 sur le droit à la légitime défense. Vous entendez même Israël en parler en ce moment lorsqu'il commet des actes au nom de la légitime défense. Mais pour faire court, qui a dit que nous devrions avoir la légitime défense telle que nous l'avons maintenant? Si vous lisez le traité de l'OTAN, je pense que vous et moi pourrions le signer demain ou aujourd'hui. C'est totalement défensif. C'est une copie de la Charte des Nations Unies. Il est dit à l'article 5 du traité de l'OTAN que notre seule obligation supplémentaire est de soutenir un pays qui est un État membre de l'Alliance qui a été attaqué. Maintenant, c'est une chose défensive. C'est la première chose. Encore une fois, si les pays et les organisations pouvaient simplement suivre les lois, ce serait bien. L'OTAN est une organisation criminelle depuis le bombardement de la Yougoslavie, où elle n'avait rien à faire selon sa propre charte. Elle a violé sa propre charte, et quelqu'un, quelque part dans le système international, devrait enquêter sur l'OTAN pour 25 ans de violation de son propre agenda, de ses propres statuts. C'est une chose sérieuse. Deuxièmement, pourquoi avons-nous accepté que l'autodéfense signifie dissuasion offensive? La plupart des pays soutiennent aujourd'hui que ma défense consiste à pouvoir vous tuer à 5000 km avec mes missiles. Ce n'est pas de la défense. Si vous voulez dissuader, cela doit être défensif. Si vous voulez avoir une défense, et tant que c'est une démocratie où certaines personnes veulent porter des armes, nous devons accepter qu'il y ait des gens qui portent des armes. Et donc vous devez avoir une défense combinée. Mais la principale chose que nous devons changer est l'idée que nous dissuadons quelqu'un et que nous le faisons de manière offensive. Cela signifie aussi loin de nous que possible. Si je vous dis que ma défense ici sera capable de détruire le Japon où vous êtes, j'ai déjà dit que je vous considère comme un ennemi. Si à la place je construisais un mur chinois, vous savez, avec la technologie moderne, et je ne parle pas d'un mur physique, mais c'est un symbole de défense défensive, cela ne fonctionne que lorsque quelqu'un vient vers vous et essaye de vous faire du mal. Alors nous vous donnerons l'enfer. Donc la défense défensive est une combinaison de puissance destructrice plus petite, de défense à courte portée, de densité et de mobilité. Si vous voulez parler en termes militaires, cela ne me dérange pas. J'aimerais voir un monde uniquement avec une défense non violente et une résolution de conflits non violente, et tout cela. Mais dans une démocratie, vous savez, certaines personnes veulent porter des armes.
Donc, nous devons accueillir ces personnes jusqu'à ce que tout le monde revienne à la raison et décide que nous n'avons pas besoin d'une armée comme le Costa Rica ou autre. Mais ce que je dis, c'est que tout le concept que nous appelons aujourd'hui la défense et la politique de sécurité est erroné parce qu'il est par définition offensif. Cela ne peut que mener à des courses aux armements et à la guerre. Tout ce sur quoi l'OTAN est construit est un non-sens intellectuel. Elle ne peut pas faire la paix avec cette théorie de la dissuasion offensive. Et puis, ajoutez, vous savez que chaque pays dans le monde est notre ennemi. Parce que, comme ils l'ont dit à propos de la Chine en ce moment sur sa page d'accueil, c'est un défi parce qu'ils sont différents de nous et ont des valeurs différentes des nôtres. Je veux dire, dans ce cas, il y a de très nombreux pays où se trouve votre ennemi. Donc cette idée missionnaire est malsaine, mais elle convient à l'idée de dissuasion offensive. Et cela crée des ennemis, alors que l'autodéfense, selon l'article 51, pourrait être construite de manière à n'être que de l'autodéfense jusqu'à ce que nous puissions éliminer complètement l'armée. Enfin, permettez-moi de citer Johan Galtung. Ne commencez pas avec la sécurité menant à la paix. Commencez, faites la paix et sécurisez-la par une défense alternative, civile et militaire. Vous savez, nous avons une discussion sur la sécurité tout le temps. Dans le monde occidental aujourd'hui, vous ne pouvez pas mentionner le mot paix. Vous ne pouvez pas dire le mot paix. Vous ne pouvez pas demander à un premier ministre « Comment ça fait-il la paix ?» Parce que la réponse sera, comme c'était aussi l'argument de Stoltenberg de l'OTAN, que le chemin vers la paix est la guerre. Je veux dire, nous sommes dans une culture malade qui pense ainsi, mais il y a beaucoup d'alternatives, mais nous ne sommes pas censés les discuter. Il y a beaucoup de façons de sécuriser et de faire la paix dans le monde que nous pourrions poursuivre. Mais le complexe militaro-industriel, médiatique académique, MIMAC, nous empêche de le faire, également à cause de l'influence qu'ils ont sur les médias, pour vous faire croire que la seule façon de résoudre l'Ukraine est de bombarder, d'occuper, et même de risquer une guerre nucléaire. Très bien dit, très bien dit. Ce que je ne parviens pas à m'expliquer, c'est comment, dans le cadre que vous venez de nous exposer, que beaucoup de gens dans l'Occident collectif, si nous voulons utiliser ce terme, certainement en Europe et en Amérique du Nord, surtout dans les universités où l'on enseigne les relations internationales et les études de sécurité, ce qui ne me vient pas à l'esprit, ou ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi, dans cet environnement, il est bien compris, et c'est un principe de base, que le dilemme de sécurité est une réalité. Et le dilemme de sécurité est bien sûr ce qui donne lieu à cela. Ma défense offensive est votre menace. Et cette perception de menace vous amènera à surpasser l'autre, et vous finirez dans une course aux armements et en grand danger d'une grande guerre. Exact. Et cela est compris par les mêmes personnes qui l'étudient. Mais nous avons besoin de bombes plus grosses que l'autre. Et si l'autre construit une nouvelle bombe, ils disent, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais, mais ils l'enseignent. Et j'ai vu cela. J'ai entendu dire qu'au Japon, les personnes qui enseignent le dilemme de sécurité ne comprennent pas que si le Japon améliore ses forces militaires, alors la Chine percevra cela comme une menace. Ils continuent d'argumenter que la Chine devrait savoir que c'est juste de l'autodéfense. Bizarre. Pouvez-vous expliquer cela? Peut-être que c'est trop une question de psychologie, mais peut-être que vous êtes tombé dessus. Oui, mais voyons voir. Non, c'est vraiment une question de psychologie, parce que vous construisez l'image auprès des citoyens que nous sommes menacés, qu'il y a des ennemis partout. Je veux dire, laissez-moi vous citer l'un des arguments les plus bizarres et absurdes jamais entendus. Il y a quelques semaines, la première ministre danoise a eu le courage de dire, c'est une femme social-démocrate,
Elle a eu le courage de dire que si nous n'arrêtons pas le Hamas au Moyen-Orient, ils viendront aussi au Danemark. Vous savez, c'est le niveau où nous en sommes. Donc il y a une psychologie derrière cela. On appelle ça la fearologie. Si vous faites croire aux gens, par les médias, par les efforts concertés du MIMAC que j'ai mentionné, le complexe militaro-industriel médiatique académique qu'ils sont menacés, ils accepteront n'importe quoi. Vous regardez tous les contribuables en Europe maintenant, dont l'argent est gaspillé en milliards, en centaines de milliards d'euros, dans une guerre qui est déjà perdue et qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce qu'elle n'aurait pas eu lieu si l'OTAN n'avait pas essayé de s'étendre, d'abord, vous savez, à 10 pays, et ensuite en essayant l'Ukraine aussi contre toutes les promesses que nous avons faites à Gorbatchev. C'est une longue histoire. Mais l'idée que vous pouvez menacer les gens, leur faire sentir, vous savez, que l'ennemi arrive au coin de la rue. La Russie est terrible. Ils vont tous nous manger, n'est-ce pas? Maintenant, je vis depuis 1951 et j'entends dire que les Russes arrivent. Il n'y a pas un seul exemple de la Russie ayant envahi un pays de l'OTAN ou un État neutre. C'est tout inventé. Ce sont des récits qui ont pris le pas sur la réalité. Ces gens ne vivent plus dans la réalité. Vous avez des personnalités suédoises de premier plan, comme je l'ai dit, des hauts gradés de l'armée suédoise, qui disent que nous devons nous préparer à ce que Vladimir Poutine et la Russie envahissent et occupent partiellement le sud de la Suède. Vous savez, j'aimerais voir le scénario, et il n'y a aucun média qui pose même la question. Excusez-moi. Quel est le scénario qui amène la Russie à débarquer sur la côte sud de la Suède, où je me trouve essentiellement? Personne ne répond à la question. Parce que vous avez le complexe média académique. Vous avez les médias comme partie de la guerre et de la peurologie. Et c'est pourquoi c'est très difficile. Nous ne sommes que de petits coins dans le monde où nous discutons d'alternatives à cela, parce que vous ne pouvez pas passer à travers. Vous pouvez consulter le CIPRI à Stockholm, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ils ne font plus de recherche sur la paix, s'ils en ont jamais fait, mais ils ne le font certainement pas maintenant. Ils font des études de sécurité. Vous pouvez même le voir en haut de leur page d'accueil. Il est maintenant indiqué qu'ils sont une source de premier plan sur la sécurité internationale. La paix a été abandonnée. Et ils travaillent avec la conférence de sécurité de Munich, etc. Je veux dire, Alva Myrdal, qui était le cerveau derrière cela, qui l'a lancé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à quelques reprises, doit se retourner dans sa tombe. La plupart des instituts de recherche sur la paix en Scandinavie ne font pas de recherche sur la paix, dans le sens où je l'ai défini comme la réduction de la violence. Donc, il n'est pas si étrange que cela soit difficile parce qu'ils ont le monopole pour vous dire, citoyens, que vous devez avoir peur et que nous prenons soin de votre sécurité si vous nous payez votre argent de contribuable et suffisamment. Et maintenant, vous avez une situation parce que nous avons commis la plus grande erreur de l'histoire en essayant de faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN. Vous dépensez de plus en plus pour une guerre qui ne réussira pas, et vous ne réussirez pas à démanteler la Russie et toutes ces sortes d'idées bizarres. Mais qui paie la facture? C'est pourquoi je pense qu'un mouvement très efficace serait un mouvement pour la paix, qui refuserait de payer ce pourcentage du budget national du pays qui va à l'armée, le mettrait dans un fonds et dirait, quand vous vous comportez bien et que vous assurez la sécurité des gens, une sécurité dont nous pouvons voir le résultat, alors quand vous faites la paix, nous verserons ce qui s'y trouve. Jusque-là, l'armée peut organiser des ventes de gâteaux et vendre du café et des choses comme ça pour financer les guerres qu'elle veut mener. Vous savez, nous parlons de quelque chose de fondamental. Comment appelez-vous cela? Doris Lessing l'a appelé Shikasta.
Vous savez, le grand malaise de la civilisation est que nous croyons au militarisme. Et maintenant, c'est arrivé parce que les États-Unis déclinent et l'Empire décline. Cela arrive maintenant au sommet parce que c'est la dernière chose à laquelle l'Occident est bon, c'est-à-dire produire des armes. Nous avons perdu toutes les guerres, mais nous sommes très bons pour développer le complexe militaro-industriel, médiatique, académique. Donc je ne suis pas tellement surpris que ce soit difficile, mais cela va arriver à un moment donné. Je dirais que lorsque l'Empire américain tombera, l'OTAN tombera, et alors nous aurons toutes les opportunités de créer un système de sécurité humaine global. Mais nous, les Européens, avons tout gâché depuis 500 ans. Je veux dire, nous avons une histoire de gâcher la paix encore et encore. Nous avons réussi à perdre la paix après la guerre froide. Et elle ne nous a pas simplement échappé des mains. Nous l'avons jetée par terre. Nous avons marché dessus. Et ensuite, nous avons poussé tout le monde sous le bus. Et puis, nous avons évité quiconque soulignait que nous n'agissons pas de manière responsable ici. C'est juste. Je n'arrive pas à comprendre le fait que tant de gens acceptent cela. D'accord. Je comprends que vous et moi, nous avons ces professions, et nous réfléchissons à ces questions au quotidien. Mais il est si facile de nourrir de tels récits stupides, de telles versions idiotes de la réalité. Comme si les Russes étaient les méchants et les Ukrainiens les gentils, et les Américains le chevalier blanc sur un cheval blanc, ou peu importe, vous savez. Ce récit de victimisation, le récit de victimisation des Israéliens, comme si non. Ce génocide est nécessaire parce qu'il se protège simplement contre le mal qui veut juste tuer aléatoirement de pauvres juifs, vous savez. C'est tellement stupide. Et c'est tellement manifestement stupide. Et en fait, une grande partie du monde le voit. Et les Européens, nous juste pas tout le monde. Je veux dire, 25%, 30% ne sont pas d'accord. Mais 70% acquiescent simplement et disent « oui, c'est ce dont nous avons besoin ». Pourquoi? Pourquoi? Vous pourriez ajouter cela, ce qui est nouveau. Je suis totalement d'accord avec vous. L'OTAN aurait dû être abolie en 91 parce que le pacte de Varsovie et l'Union soviétique ont disparu. Et je me souviens, quand j'ai écrit ma dissertation dans les années 70, je suis allé à l'OTAN en tant que jeune étudiant et j'ai interviewé des gens là-bas. Pas au plus haut niveau, mais à un niveau raisonnablement élevé. Ils disaient tous la même chose. Je viens d'une génération, mes parents savaient ce qu'était la guerre. Je suis assis ici à l'OTAN parce que nous ne voulons pas que cela se reproduise. Il ne doit plus jamais y avoir de guerre. Et l'essentiel est, ou la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Et donc j'ai logiquement tiré la conclusion que l'OTAN disparaîtrait lorsque le pacte de Varsovie et l'Union soviétique disparaîtraient. Et ces chutes, bien sûr, autour notamment de la revendication à pas un pouce, 550 pages. Je suis en train d'oublier l'histoire. L'auteur s'appelle Not One Inch. Et ils ont dit, oh, bien documenté que ce que nous avons fait à la place était de faire exactement ce que nous avions promis à Gorbatchev de ne pas faire, c'est-à-dire d'élargir l'OTAN. Et l'OTAN, bien sûr, aujourd'hui, la seule raison d'être de l'OTAN est l'expansion. Elle n'a plus rien à offrir au monde. Son concept, sa philosophie, ses théories et concepts sont totalement, comme je l'ai dit, des absurdités intellectuelles. Mais cela ne peut pas. C'est une église. C'est pour les gens qui y croient. Ce n'est pas pour les gens qui ont un esprit intellectuel et qui regardent ce qui serait utile pour le monde. Donc la banalité de cela, permettez-moi de le dire à un niveau plus profond, Pascal, a aussi à voir avec le fait que nous sommes une culture chrétienne. Tout est divisé en dichotomies, bon et mauvais, gauche et droite. Et on peut continuer comme femme ou homme, ou peu importe, vous savez. Et cela s'applique aussi à la Russie, qui est fondamentalement une culture occidentale, un monde occidental, et voulait d'ailleurs faire partie de l'Occident.
Bref, quand vous avez ces cosmologies sociales sous-jacentes, ou peu importe comment vous les appelez, et que vous ajoutez à cela la capacité de dominer par des moyens militaires parce que vous avez été le leader du monde, vous avez un cocktail très dangereux et vous ne le voyez pas. Vous savez, la cosmologie est définie par quelque chose sur lequel nous opérons, mais ce n'est pas si facile de le voir. Vous pouvez le voir de l'extérieur. Maintenant, si vous prenez les Chinois, ils s'appuient sur les 5 principes de coexistence pacifique que Zhou Enlai et Nehru ont mis en place il y a 70 ans. Et c'est une façon de penser complètement différente. C'est la non-ingérence dans le système politique d'autrui. C'est pourquoi vous ne voyez pas les Chinois exporter aujourd'hui l'idée, vous savez, de système à parti unique, ou d'économie mixte, ou de confucianisme. Ils disent simplement, peu importe le type de personne que vous êtes, mais pouvons-nous faire des affaires ensemble et pouvons-nous en tirer des bénéfices? Pouvons-nous faire du gagnant-gagnant avec une sorte de partage équitable des bénéfices? C'est une façon de faire complètement différente. C'est une façon de penser beaucoup plus défensive. Les Chinois n'ont pas construit de bases à travers le monde. Les Américains ont 650 bases dans 130 pays. Vous pouvez continuer comme ça. Je veux dire, je pense que pour répondre à votre question sur comment c'est possible, il est possible parce que ce que nous faisons est tellement ancré dans notre façon de penser, dans la civilisation occidentale, si c'est une civilisation. La cosmologie est qu'il est naturel pour nous de sortir et de dominer tout le monde et de les transformer en consommateurs de Coca-Cola, de démocratie, de droits de l'homme ou autres. Cela touche maintenant à sa fin, car des événements comme les différentes guerres, la guerre contre le terrorisme, le génocide de Gaza, la guerre en Ukraine et la destruction de Nord Stream sont autant de clous dans le cercueil de cette domination occidentale. Je ne suis pas si pessimiste quant à l'avenir, parce que l'Occident est malheureusement dans un processus autodestructeur. Nous faisons toutes ces choses, et nous représentons 11-12% de l'humanité. Tous les autres 88% voient ce que nous faisons à Gaza, et ils disent que nous ne pouvons pas diriger le monde à l'avenir. C'est très triste. C'est très très triste. Je n'ai jamais été anti-occidental. Je suis un produit de la culture et de la cosmologie occidentale, et je ne vois que de l'autodestruction. Les Chinois et les Russes ne vont pas être détruits par cela. Nous allons nous détruire nous-mêmes, parce que nous avons toutes ces images. Nous gaspillons notre argent dans le militarisme, et nos sociétés vont se désintégrer. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le monde occidental. Je ne me souviens pas d'avoir pris un train en Suède qui soit à l'heure. C'était le cas quand je suis arrivé en Suède, il y a 52 ans. Il y avait de l'ordre et les choses fonctionnaient. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. La peur que j'ai, nous sapons nos propres forces. La peur que j'ai, c'est que la cosmologie occidentale elle-même, et je pense que c'est une bonne expression de cela, est, bien que très violente et assez destructrice, et même dans une bonne mesure autodestructrice, elle est extrêmement douée pour créer l'environnement, même qu'elle évoque elle-même, vous savez, pour créer vos propres ennemis, n'est-ce pas? C'est une partie de ce dont cette cosmologie a besoin, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un ennemi, vous avez besoin d'un autre significatif. Et malheureusement, elle est assez douée pour les former. Et tout comme nous le voyons maintenant, vous savez, l'Occident approuve essentiellement une attaque contre la Russie. Et puis la Russie riposte avec un nouveau type de missile. Et puis l'Occident dit, « Regardez, nous vous avons dit qu'ils sont si méchants. Ils sont exactement les ennemis que nous vous avons dit qu'ils sont. » Et ils font la même chose avec les Chinois. Exactement. Donc, cela attire les autres, n'est-ce pas? Alors n'êtes-vous pas inquiet que nous puissions nous retrouver dans la Troisième Guerre mondiale, que nous évoquons nous-mêmes? Yes, I am.
Oui, je le suis. Et j'ai toujours fait la comparaison probablement provocante qu'aurait fait Hitler dans son bunker à Berlin s'il avait eu des armes nucléaires. Vous savez, Gorbatchev était une personne très décente et visionnaire. Il savait que son système était en train de s'effondrer et il voulait travailler avec l'Occident. Je le considère comme un très grand homme d'État, bien qu'il ait ensuite commis quelques erreurs sous les yeux des Chinois. Il a fait l'erreur terrible de mettre en place un système multipartite et tout cela. C'est une longue histoire, mais il a reconnu que son système était terminé et qu'il devait en tirer le meilleur parti, y compris quitter l'Afghanistan et laisser Sakharov être libre, etc. Et puis il a dit, « Hey, comment allons-nous coopérer? Comment créons-nous une nouvelle maison européenne où nous n'avons pas ce militarisme et cette confrontation de blocs et tout ça? » Donc c'est ce dont je ne suis pas sûr, ou je suis sûr que nous n'avons pas de telles personnalités, de tels leaders dans le monde occidental, dans les pays de l'OTAN, aux États-Unis. Donc oui, cela signifie que vous pouvez voir deux scénarios, très grossièrement. Plus bien sûr, mais un scénario serait que les États-Unis implosent. Ils se désintègrent en quelque sorte de l'intérieur. Des choses qui ne fonctionnent plus, des infrastructures qui ne fonctionnent pas, plus personne n'obéit, trop de conflits à l'intérieur de l'OTAN, etc. L'autre, bien sûr, est le scénario d'explosion. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez que votre système est à sa fin, lorsque vos empires arrivent à ce que font tous les empires. Ils déclinent. Il n'y a pas d'empire qui dure éternellement. Et celui-ci d'ailleurs sera le dernier, parce que les Chinois ne sont pas assez stupides pour construire un nouvel empire et essayer de dominer le monde. Ce n'est pas dans leur gène, ce n'est pas dans leur cosmologie de faire cela. Ensuite, vous pourriez voir quelqu'un à la Maison-Blanche faire exploser le tout, vous savez, en lançant des armes nucléaires tactiques ailleurs. Et quand nous parlons de l'Europe, je dois dire que je me demande, ce qui est pour moi une énigme encore plus grande que celle que vous avez mentionnée auparavant. Comment se fait-il que les politiciens, les dirigeants et les citoyens européens acceptent la possibilité d'être massacrés dans une guerre nucléaire en Europe déclenchée par l'OTAN, dirigée par les États-Unis? Vous savez, si Dieu nous en préserve, l'Ukraine mène à un échange d'armes conventionnelles très sérieuses ou d'armes nucléaires tactiques en Europe. Ce sont nous qui en paierons le prix, pas les Américains. Cela ne va pas impliquer des missiles balistiques intercontinentaux. Ce sera sur le champ de bataille de l'Europe où je me trouve. Je ne comprends pas qu'il n'y ait même pas un sens de la décence parmi les dirigeants européens pour dire que nous ne serons pas les victimes de cette politique que l'OTAN poursuit depuis 30 ans en essayant d'intégrer l'Ukraine. Ils soutiennent tous cela. Nous allons vaincre la Russie et nous allons faire de l'Ukraine une partie de l'OTAN et tout ça. C'est complètement dans le récit. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Et quand toute une civilisation et des personnes au pouvoir, des personnes qui possèdent des tonnes d'armes, y compris des armes nucléaires, n'utilisent plus l'analyse rationnelle, mais sont dans une pensée de groupe émotionnel, alors c'est dangereux. Et je ne suis pas ici pour dire que c'est pas dangereux, mais je refuse d'être dissuadé par le danger et d'abandonner. C'est pourquoi je considère que c'est mon travail en tant que chercheur pour la paix de dire, hey, il y a 300 alternatives à cette règle. Je suis très heureux que vous fassiez cela, et je suis tout à fait d'accord. J'ai très peur qu'à l'heure actuelle, l'Europe soit à ce moment idéologique que la Grande Europe connaît de temps en temps. Et en fait, pas seulement l'Europe, mais l'Eurasie en général. Peut-être que c'est un phénomène général. Il y a des moments idéologiques où des civilisations entières commencent à se détruire elles-mêmes. Les Russes l'ont fait entre 1917 et les années 1950, avec la révolution bolchevique, et aussi la purge de leur propre peuple.
Les Chinois l'ont fait aussi. Je veux dire, le grand bond en avant, la révolution culturelle, ce sont des moments où ils ont détruit leur propre patrimoine culturel. Et l'Union soviétique s'est essentiellement érodée de l'intérieur. Et peut-être qu'en ce moment, l'Europe est dans cette phase. Et cela va être extrêmement dangereux. Je veux dire, les nazis étaient dans cette phase. Je veux dire, génocider des millions de vos propres citoyens. Vous ne faites pas cela quand vous êtes une société en bonne santé, n'est-ce pas? Les Israéliens sont probablement là aussi, car ce sont les mêmes personnes vivant sur le même morceau de terre, n'est-ce pas? Vous tuez les gens sur lesquels une partie de votre prospérité est construite. Donc, bien sûr. Je pense que c'est une comparaison mondiale très valable que vous faites. Pourquoi les empires tombent-ils? Ils tombent non seulement parce qu'ils sont conquis ou envahis par quelqu'un d'autre, mais à cause de facteurs internes. Ils exagèrent quelque chose, ils deviennent autodestructeurs. Et j'ai peur que personne dans la sphère politique occidentale, je veux dire la sphère politique formelle, ne voit à quel point l'ensemble est autodestructeur en ce moment. Je ne pense pas que Madame von der Leyen ait la moindre idée de quoi que ce soit, mais nous allons gagner, peu importe le prix. Le Premier ministre danois que j'ai mentionné a la même attitude. Maintenant, la Suède et la Finlande, comme vous le savez, sont membres de l'OTAN. Ils n'ont plus de pensée indépendante. Ils suivent simplement le troupeau, et le troupeau dit que nous allons vaincre la Russie en Ukraine. Cela pourrait mal tourner, mais cela peut aussi simplement s'effondrer pour eux. C'est ce que j'espère encore. Mais l'essentiel est que ces personnes qui travaillent contre tout cela deviennent constructives. Elles devraient devenir médecins, elles devraient se concentrer sur la guérison et le traitement, même si ça semble irréaliste. Parce que, et c'est ce que je cite toujours, la reine de la recherche pour la paix, Elise Boulding, disait toujours « Vous ne pouvez pas faire travailler les gens pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer. » Alors vous savez, tous ces gens de la paix et experts en sécurité et autres qui organisent des séminaires ces semaines et mois sur, vous savez, la Troisième Guerre mondiale et la guerre nucléaire et que ça arrive bientôt et tout ça, je dis taisez-vous, cela n'est pas utile. Premièrement, vous ne savez pas ce qui déclenchera une guerre nucléaire. Deuxièmement, vous ne savez pas que cela se produira. Troisièmement, pensez à autre chose, soyez plus constructif. Parce que plus vous parlez du risque de guerre nucléaire, plus vous soutenez le complexe militaro-industriel, médiatique, académique, et tous les salauds qui militarisent cette culture à mort. Vous participez parce que vous manquez de créativité concernant des alternatives possibles. Et Pascal, si toi et moi allons chez un médecin et qu'il ou elle fait un diagnostic et un pronostic en disant que tu seras mort dans 1 an à cause de telle ou telle maladie, tu ne penses pas que c'est un très bon médecin. Tu iras voir un autre et diras « Docteur, que peut-on faire pour que je ne meure pas ?» Et c'est ce que les gens du mouvement pour la paix et d'autres devraient commencer à faire. Et ce ne sont pas des mouvements pour la paix. Ce sont des mouvements antimilitaristes. On dirait que je suis très critique. Je sais que c'est une partie de la même chose. Il faut faire preuve de pensée critique. Il faut faire un diagnostic de ce qui se passera si cela continue, puis proposer des alternatives. La dernière partie est ce sur quoi le complexe militaro-industriel prospère. C'est-à-dire que si peu de chercheurs, de mouvements, etc., et de politiciens pensent aux alternatives parfaitement possibles à cette voie. Vous ne pouvez pas lancer de discussion pour le moment. Je suis totalement exclu des médias danois et suédois, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, parce qu'ils savent que je dirais qu'il est facile de faire la paix en Ukraine. Vous savez, si je commence à dire cela, les gens pensent que c'est vraiment dangereux. Arrêtez cet homme. Pour quelle raison?
La raison est que les décideurs, les politiciens, les parlementaires, ils se critiquent toujours les uns les autres. Ils sont critiqués par les médias et les éditoriaux. Les rédacteurs en chef, ils sont critiqués par le peuple. La critique ne change pas le monde. Ce qui change le monde, c'est quand les gens disent « Eh, ça pourrait être fait différemment. Nous pourrions le faire de manière beaucoup plus intelligente. » C'est alors que les politiciens disent « Oups, quelqu'un a de meilleures idées que nous ne le pensions. » Donc je cite toujours, et désolé si vous m'avez déjà entendu dire cela, mais je pense que c'est un diagnostic si précis de notre époque. C'est George Bernard Shaw, l'auteur irlandais et dublinois, qui a dit « La plupart des gens regardent le monde et demandent pourquoi. Pourquoi y a-t-il tous ces problèmes? Ce que nous devrions faire, c'est regarder le monde tel qu'il pourrait être et demander pourquoi pas. » C'est ce que je fais, et c'est ce que je pense que la recherche pour la paix concerne. C'est une bonne approche. Et puisque vous utilisez déjà la métaphore médicale, j'aimerais revenir à ma motivation de base pour faire ce que je fais, qui est que je considère la guerre comme un cancer. Et si le cancer devient trop grave, il dévorera l'ensemble du corps de l'humanité. Il y a deux approches pour y faire face. L'une est d'essayer de guérir le cancer et de le faire disparaître complètement. Ce qui pour moi est l'approche des Nations Unies, de haut en bas. Éliminons la guerre. L'autre façon est plus ancienne, mais c'est celle que nous n'utilisons plus, qui est d'essayer de l'isoler. Ne pas essayer de l'éradiquer. Essayez de vous assurer qu'il ne se propage pas. Et la neutralité est en fait l'antidote à cela. Si vous répandez des cordons sanitaires de neutralité, alors vous ne vous débarrasserez peut-être pas de toutes les guerres, mais elles pourraient rester petites et locales et se résoudre parce qu'elles s'épuiseront. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que ton idée, la façon dont tu distingues entre les deux approches est brillante, Pascal. Merci de me l'avoir donnée. Je pense que si tu dis isolement, tu pourrais dire « et j'essaye juste cela sur toi comme deux intellectuels qui se lancent des idées pour voir comment l'autre réagit. » Un bon dialogue se termine par des points d'interrogation, pas par des points d'exclamation. Je dirais, ne vois-tu pas les 11-12% actuels du monde que nous appelons l'Occident, comme s'isolant? Tu sais, je ne vois pas dans le monde. Je ne vois pas quand je suis en Chine et que je parle avec des gens. Je ne vois aucune fascination pour le militaire. Je ne vois aucune fascination pour la guerre. Ils parlent de paix. J'ai juste été invité à cette célébration des 5 principes. Je suis assis là, écoutant dans le hall du peuple, le président Xi Jinping et le ministre des Affaires étrangères, etc., tous parlant pendant des heures de paix, de la manière de structurer le monde pour que nous puissions être plus pacifiques, de comment ne pas dominer d'autres pays, etc. Et les gens disent « Ok, vous êtes payé par le Parti communiste. » Non, je ne le suis pas. Eh bien, je dis juste qu'il y a une approche tellement différente. Alors que quiconque vous écoute dans le monde occidental aujourd'hui parle de guerre, du risque de guerre et de menaces, et de ce contre quoi nous devons nous protéger. Je veux dire, je l'ai écrit et je le soutiens. Le monde occidental est devenu mentalement malade. Et c'est très triste. Mais je pense que l'isolement arrive. Les gens en ont assez de voir 650 bases américaines dans le monde entier. Allez à Okinawa, près de l'endroit où vous êtes assis. J'y suis allé. Pour faire court, le militarisme, quand il devient excessif, quand il est surdéveloppé, devient son propre cancer qui le ronge. Et alors vous pouvez dire que c'est très triste. Et oui, si l'Occident n'a pas la capacité intellectuelle de se sauver de la surmilitarisation, de se militariser jusqu'à la mort, alors il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. C'est juste un empire de plus qui s'effondre. Et comme je l'ai dit, ce sera le dernier, parce que ce n'est pas dans les gènes des Japonais ou des Chinois de construire des empires, car l'empire est construit sur une pensée missionnaire.
D'autres doivent être comme nous. Si vous regardez ce que disent les Chinois, ils ne veulent pas que les autres soient comme les Chinois. Les Chinois, comme les Japonais, veulent être spécifiques, uniques et eux-mêmes. Ils n'essayent pas de faire de tout le monde des confucianistes ou quelque chose de ce genre. C'est très fascinant parce que les gens disent toujours avec un nouveau monde multipolaire, multinodal, « Oh, la Chine deviendra simplement le nouvel empire. » Comme tu es naïf, John. Je pense qu'il est très naïf de croire que les Chinois construiront un empire calqué sur les États-Unis d'Amérique ou l'empire britannique. Je ne pense pas qu'ils le feront. Je ne peux pas prouver qu'ils ne le feront pas, mais je ne vois rien dans leur cosmologie sociale qui y mènerait. C'est là que vous et Jeffrey Sachs seriez d'accord l'un avec l'autre, et où vous vous opposez à John Mearsheimer, car John Mearsheimer, malgré toute sa brillante analyse, qui est ancrée dans la réalité et dans la reconnaissance effective des différents acteurs et de leurs facteurs de motivation, projette encore, en fin de compte, des motivations européennes sur les Chinois. C'est pourquoi il pense qu'ils agiront exactement comme les Européens. J'ai le plus grand respect pour lui, mais je pense qu'il se trompe sur ce point. Donc c'est très utile. La question est donc simplement de savoir comment nous pouvons. Et par nous, je veux vraiment dire le nous, comme vous et moi, plus tous ceux qui écoutent et qui se trouvent en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les personnes qui partagent réellement cette vision. Comment aidons-nous à mettre au repos l'ancien empire euro-américain de manière pacifique, le laisser disparaître paisiblement, plus ou moins comme l'Union soviétique s'est éteinte pacifiquement sans, vous savez, exploser? Pour moi, c'est comme des œufs crus. Et si l'un d'eux tombe, alors boum. Alors comment ne pas laisser tomber les œufs? C'est une très bonne question. Encore une fois, Pascal, j'apprécie cette conversation, qui n'est pas une interview, mais une conversation. Je pense que j'ai écrit il y a quelques années, également inspiré par Johan Galtung, qui a demandé « Y a-t-il quelqu'un qui peut aider les États-Unis » Vous savez, il a prédit qu'il tomberait en tant qu'empire. Permettez-moi de clarifier cela pour vos téléspectateurs. Je ne parle pas des États-Unis en tant que société. Je parle de l'empire. Et bien sûr, les empires coûtent tellement cher qu'ils finissent par épuiser les ressources dont vous avez besoin pour votre propre société. Et c'est ce que vous pouvez voir dans l'infrastructure aux États-Unis aujourd'hui et la pauvreté et tout cela. Mais il a demandé qui peut aider les États-Unis. Et la réponse était seulement ses amis. Et je pense que malheureusement, les amis des États-Unis, qui sont essentiellement l'Europe et les alliés des pays de l'OTAN, ne sont pas capables de le faire. J'y ai pensé il y a quelques années. Je pensais que c'était une bonne idée, un bon point de vue. Eh bien, vous pouvez dire à un ami qu'il est sur la mauvaise voie, qu'il boit trop ou qu'il dépense trop pour les armes. Mais je ne suis pas sûr parce que l'Europe a prouvé, sinon avant, qu'elle n'a pas de politique indépendante des États-Unis. Elle accepte, vous savez, des choses comme la destruction de Nord Stream, elle accepte les sanctions, etc. Donc je suis assez pessimiste à ce sujet. Mon espoir serait que les choses s'effondrent lentement, mais de manière raisonnablement ordonnée, dans le monde occidental, afin qu'à un moment donné, quelqu'un dans le monde occidental dise « Rejoignons-les, parce que nous ne pouvons pas les battre ». Et cela devrait se produire avant que les États-Unis et l'OTAN, etc., ne se soient complètement effondrés dans une guerre. Vous et moi ne pouvons que nous asseoir et spéculer à ce sujet, parce que la guerre que nous redoutons tous, mais par laquelle je refuse d'être dissuadé dans mon travail et ma vie privée, pourrait se produire cet après-midi. Vous devez reconnaître que c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais cela devrait également amener tous ceux qui sont payés des tonnes d'argent par le système militaire appelé OTAN
à se demander pourquoi diable cette alliance, qui nous avait promis la paix, est-elle devenue le principal acteur et le principal combattant? Donc je veux dire, le processus pourrait être quelque chose qui fait penser aux gens, on nous a dit blablabla, bla, 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 et aujourd'hui nous sommes dans la situation opposée. On nous a dit que la paix viendrait avec l'argent et les armes. Ce n'est pas le cas. Et comme quelqu'un l'a dit, si les armes étaient un chemin vers la paix, nous aurions eu la paix depuis longtemps. Donc la première chose est l'auto-réflexion. Qu'est-ce qui a si mal tourné par rapport à ce qu'on nous avait dit? Et l'autre chose sera de s'asseoir et d'organiser des séminaires futurs. Ce sera de faire des livres blancs. Ce sera de parler uniquement d'alternatives. La raison étant que tant que nous parlons de la guerre, nous sommes dans l'agenda et le discours des militaristes. Et nous sommes en position défensive, disant que nous sommes contre l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ou nous sommes contre cette arme, ou nous sommes contre la guerre, nous sommes contre ceci et cela. Ils fixent l'agenda. Si vous commencez à dire « Hey, nous pourrions faire les choses complètement différemment », regardez ici. Il y a de bons exemples dans le monde. Ça peut être fait différemment. Résolution des conflits, non-violence, penser à l'avenir, meilleur ordre mondial, multipolarité, défense alternative. Peut-être que quelqu'un, je ne peux qu'espérer cela, peut-être que quelqu'un se réveillera et dira « Oh merde, je n'y avais jamais pensé ». Et c'est ce qui fait changer le monde. C'est quand les gens disent « Je n'y avais jamais pensé ». Ce n'est pas en disant que la guerre arrive demain que le monde change. C'est pourquoi je suis très hésitant à dire ce que je viens de vous dire. Mais d'un autre côté, je ne suis pas assis ici à jouer les naïfs et à croire qu'il ne peut pas y avoir de guerre parce qu'il pourrait très bien y avoir une guerre à cause de votre crime. Pas à cause de l'Ukraine. Désolé, mais de la formation de conflit qui a conduit à la guerre en Ukraine. Permettez-moi d'être précis. Non, complètement d'accord. C'est probablement là que nous devons, à un moment donné, utiliser le conseil que j'ai reçu de mon meilleur professeur de philosophie en tant qu'étudiant. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un et que vous ne voulez pas qu'il se ferme, vous devez simplement lui mentir en face et lui dire « Je suis complètement d'accord avec vous ». Et tout ce qui vient après le « et » peut être l'opposé de ce qu'il vient de vous dire. Mais vous devez d'abord leur dire que vous êtes d'accord avec eux pour qu'ils restent ouverts à la suggestion. Nous devons garder cette discussion ouverte, Jeanne. Mais je dois partir. Donc, si les gens veulent lire vos écrits ou vous suivre, où devraient-ils aller? Eh bien, nous sommes essentiellement à deux endroits. Nous sommes sur transnational.live, notre page d'accueil principale, la page d'accueil de la Fondation avec des archives remontant à 1986, lorsque nous avons commencé ce travail, qui est consacré à l'article 1, faire la paix par des moyens pacifiques. C'est pour cela que nous sommes ici. Et puis nous avons une présence en forte croissance sur Substack. Également maintenant avec beaucoup de vidéos, parce que je fais partie du groupe croissant de personnes qui ont maintenant été expulsées de YouTube ainsi que de Vimeo. Vous ne pouvez pas vous connecter, vous ne pouvez pas faire cela. Donc nous mettons toutes les vidéos là-bas. Par exemple, la vidéo que vous mettez maintenant sur les vidéos de Neutrality Studies sur votre chaîne YouTube, nous allons la reprendre et la publier sur Substack. C'est ce que nous faisons, et ensuite nous sommes fréquemment sur toutes sortes de réseaux sociaux aussi. Nous essayons d'utiliser les opportunités qu'ils nous offrent, mais nous devenons de plus en plus petits, par exemple sur Facebook. Nous pouvons vivre avec cela. Nous grandissons très rapidement dans les médias chinois et autres médias non occidentaux parce que le reste du monde cherche la paix et le monde occidental cherche plus de militarisme. Donc je suis assez optimiste,
mais transnational.live est l'endroit où vous aurez accès à tout le reste de ce que nous faisons. D'accord. Je mettrai tout cela dans la description ci-dessous. Jan Oberg, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Människan series retur pour bonne conversation. Be apprécié.